De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet. Anne-Marie Kofi-Kouadiobla, Laurence Dong et Jean-Maurice Bamare-Krong. Alors, nous parlions donc de ce cadre de coopération qui vient d'être mis en place entre la Libye, le Niger, le Tchad et le Soudan pour contrer la menace qui est en provenance notamment du sud de la Libye. Anne-Marie Kofi-Kouadiobla, vous vouliez réagir? Si oui ou non, il y a une instrumentalisation aussi quelque part, notamment au Tchad, de la question du terrorisme. Moi, je pense aussi que comme il y a les rebelles libyens, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Déby, le président Déby plutôt, je m'en excuse, se dit qu'il peut avoir des infiltrations pour son renversement. Donc, il a intérêt à ce qu'une lutte soit menée contre le terrorisme. Donc, lui, il a beaucoup intérêt à ce que cette plateforme-là se mette en place et réussisse. D'un autre côté, il faut faire très attention parce que nous, les populations africaines, après tout, nous sommes tous des Africains, on est beaucoup communautaristes. Donc, il ne faudrait pas se tromper. Il ne faudrait pas que des populations qui n'ont rien à voir avec le terrorisme quittent la Libye, puisqu'on a été séparés par le tracé des frontières, en venant voir des cousins, soit au Tchad, soit au Niger, on les prenne pour des terroristes et qu'on les tue. Il faut faire beaucoup attention. Si on décide de lutter contre le terrorisme, il faut tout baliser. Il faut maîtriser tous les paramètres parce que c'est trop facile de traiter tout le monde de terroriste. Je pense que ce point est très intéressant parce qu'il m'est revenu que des pêcheurs qui ont traversé la frontière pour aller pêcher au Tchad se sont fait emprisonner sous le prétexte fallacieux qu'ils étaient des terroristes ou des rebelles, alors qu'ils n'en étaient rien. Ils étaient juste allés pour chercher de la pitance. Alors, Madame Kofi-Kouadiobla, qui parle finalement d'abus, notamment de simples citoyens à l'égard d'opposants. Est-ce que un cadre clair, un cadre législatif a été mis en place pour justement prévenir ces éventuels abus? Oui, au Tchad, il y a un cadre, il y a eu une assise de la justice qui a eu lieu et aujourd'hui, l'exemple, donc, Madame Anne-Marie en parle, le lac Tchad est une zone de guerre. Il faut être réaliste là-dessus. Ce n'est pas un lieu de promenade, donc ce n'est pas là où on va faire le tourisme. Le lac Tchad est une zone de guerre et quand une personne qui passe avec des filets ou autres qui s'entassent au-delà de ce que normalement ça doit contenir une pirogue, on se rend compte qu'en dessous il devait y avoir quelque chose. Donc il y a eu un contrôle. Et ça c'est automatique dans n'importe quel pays où un véhicule est suréquipé, plutôt équipé à un niveau très haut, eh bien, on se rend compte que le poids ne correspond pas, on fait arrêter, on vérifie. Alors, Madame, donc, elle n'est pas tout à fait d'accord. Après, quand ce ne sont pas des terroristes, on les libère. Mais comment se fait-il qu'on arrête les pêcheurs, on les emprisonne, ils sont jugement, ils sont dans la chaleur. Et le Tchad, il fait beaucoup très chaud là-bas. 45 degrés à 50 degrés à l'ombre, s'il vous plaît. Mais il y a des Tchadiens qui vivent. Oui, il y a des Tchadiens qui vivent, mais tout le monde n'est pas en prison. Vous savez, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'un pouvoir qui sait qu'il s'impose au peuple, un pouvoir qui sait qu'il n'a pas la légitimité des urnes, parce que ces gens-là, quand ils trichent les élections, ils savent qu'ils ont triché. Ils peuvent vouloir mentir à la face du monde. Ils peuvent essayer de faire croire qu'ils ont été élus démocratiquement, mais aujourd'hui, nous savons tous ce qui se passe lors de ces élections. Il y a des chercheurs qui ont étudié les élections en Afrique. Il y a des livres qui n'arrêtent pas de sortir. Et je pourrais vous citer Régis Marzin, qui est un journaliste indépendant et chercheur, qui a réalisé une étude sur 540 élections dans tous les pays, les 55 pays d'Afrique, depuis 1990. Donc on sait comment se passent les processus de détournement électoraux. Ça s'est passé au Tchad. Au Soudan, il y a l'instabilité parce qu'il y a un président qui s'impose à la population. Au Niger, M. Mahamadou Issoufou est arrivé au pouvoir lors de son premier mandat, élu démocratiquement. Lors du deuxième mandat, son principal opposant a fait campagne depuis la prison. Il y a eu des réclamations pour fraude et d'ailleurs l'un des membres de la société qui représentait la société civile à la Commission nationale électorale, M. Maïkoul Zodi, a démissionné de cette commission en claquant la porte, en dénonçant la fraude. Aujourd'hui, Maïkoul Zodi est en prison. Et donc, on sait que tous ces régimes ne se sentent pas en sécurité par rapport au pouvoir qu'ils détiennent. Donc, ils craignent plus
des rébellions qui peuvent les renverser que des questions de sécurité. Et c'est cette fébrilité qui fait qu'on va prendre des pêcheurs pour des terroristes, on ne va pas contrôler. Un activiste tchadien qui va au Cameroun faire une déclaration a été arrêté et traité de terroriste. Donc le terrorisme est devenu l'excuse par excellence. Je vous prendrai d'ailleurs l'exemple du Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé dans la zone dite anglophone aujourd'hui, où les Camerounais du côté anglophone se battent simplement parce qu'ils estiment que le Cameroun est mal gouverné, qu'ils sont lésés dans la répartition des richesses au Cameroun. On les a traités de terroristes. Leurs leaders ont été arrêtés pour terrorisme. Donc ça devient l'excuse dans cette région du Sahel, donc le nord du Cameroun, le Tchad, le Soudan. Et ce n'est pas du tout normal. Nous sommes d'accord qu'il faut lutter contre le terrorisme, mais il faut bien identifier ce qu'on entend par terrorisme et aussi lutter contre toutes les causes de ce terrorisme et non pas simplement s'en servir pour continuer de faire asseoir des régimes autoritaires qui continuent, qui se servent justement de ces questions-là pour embastiller les populations, pour militariser la vie sociale, pour garder les pays en état d'urgence permanente, alors que le problème n'est pas Jean-Maurice Bamaret. Je pense que madame, je ne suis pas retenu, excusez-moi de n'avoir pas retenu. Laurence Dong. Madame Dong, tous les pays ne sont pas des pays terroristes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays africains où les gens vaquent à leurs occupations. En aucun moment, ils ont eu des problèmes. On a quand même crié au scandale en disant qu'ils ont eu des élections truquées, des élections ceci, ou des élections cela. Mais en aucun cas, ils ont subi ce que le Tchad a subi. Le Tchad a fait pendant 30 ans la guerre civile. Aujourd'hui, il a fait la guerre avec ses voisins. Aujourd'hui, le terrorisme est devenu carrément quelque chose de courant dans ces zones-là. Donc, on ne peut pas se permettre de dire que parce qu'on utilise la sécurité et qu'on embastille la population. Ce n'est pas vrai. Les Tchadiens sont libres de circuler. Aujourd'hui, on a tous les pays africains de l'Afrique centrale, on a mis la libre circulation. Aujourd'hui, on peut partir du Tchad jusqu'au Gabon sans qu'il y ait un contrôle de visa que ce soit. Donc, ce n'est pas encore effectif. Si c'est effectif maintenant, si vous n'y êtes pas allé, ça fait essayer d'y voir. J'étais au Cameroun au mois de janvier, ce n'est pas encore effectif. Les Camerounais peuvent venir au Tchad sans visa. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas qu'on pense qu'on utilise le terrorisme. Le terrorisme, c'est quelque chose de très dangereux, c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose à laquelle aucun être humain ne veut être soumis. Donc on ne peut pas se permettre de dire qu'on utilise au Tchad le terrorisme pour pouvoir enfermer ou bien emprisonner des personnes. C'est pas vrai. Parce que si on emprisonne, c'est qu'il y a une cause, et s'il y a une cause, c'est que ces gens passent devant un tribunal. Donc en aucun moment, on ne peut se permettre de dire au Tchad, je vais peut-être vous décevoir. Je vais peut-être vous décevoir, mais pour nous, Idriss Déby est un terroriste d'État. Il terrorise d'abord lui-même le peuple tchadien. Il faut qu'il ait été d'abord démocratiquement élu. Je n'ai pas permis à qui que ce soit de venir traiter le président du Tchad de terroriste. Ça, je ne vous permets pas, madame. Je n'ai pas besoin de votre permission pour le dire. Non, mais ce qui fait que vous bousculez carrément le sujet dont on devait parler de la sécurité. Nous parlons de la sécurité et du terrorisme. À des certaines personnes. Vous n'avez pas le droit, madame. Nous sommes en train de débattre de la sécurité. Terroriste, je ne me permets pas de le faire et je ne me permettrai pas de traiter aucun chef d'État ou aucune personne. Je dis simplement que... Vous l'avez dit. Je dis simplement qu'il faut créer un cadre qui permet aux populations de respecter les droits correctement. Très bien. Donc on ne se permet pas. Alors en tout cas, le fléau du terrorisme existe bel et bien. Il a fait des milliers de morts dans cette région et pas que dans cette région. Alors est-ce que quand même les différents gouvernements n'ont pas tardé à s'attaquer à cette question, car la menace est là, elle prolifère depuis 2011 et là c'est maintenant qu'on commence à parler échange d'informations, sécurité aux frontières. Est-ce que les gouvernements de ces pays, notamment le Tchad, n'ont pas tardé à s'attaquer à ce problème? Non, parce que si vous voulez, avec le Soudan, on a immédiatement signé les accords permettant à ce que les Tchadiens qui sont là-bas soient amnistiés et rentrent au Tchad. Donc, ce qui fait qu'on a mis une entente correcte avec le Soudan. Avec le Niger, on n'a jamais eu de problème de frontières ni de sécurité parce que c'est à travers les frontières que les Tchadiens sont partis aider nos frères du Mali pour défendre leurs frontières. Mais avec le Cameroun, on a eu des accords et avec l'immixtion de Boko Haram, le Cameroun a signé un accord de principe même de poursuite, ce qui permet aux Tchadiens, chaque fois qu'il
qu'il y a des exactions, de pouvoir arrêter tous ces terroristes qui traversent ces frontières. Tandis que la Libye, c'est un pays à laquelle on n'a jamais pu mettre en place. Il n'y a qu'à travers cette conférence qui a eu lieu à Paris, où il y a 20 pays ont été représentés pour mettre de l'ordre et permettre à ce que ce pays qui est divisé en 3 ou en 4, donc chaque chef garde son autonomie totale et qui aujourd'hui amène à ce qu'on puisse trouver une solution à aller aux élections. Et aujourd'hui, leurs chefs d'état-major peuvent se déplacer, aller rencontrer leurs confrères du Tchad et puis du Soudan pour résoudre ces problèmes dont les 4 pays se sont retrouvés au Tchad pour cet accord. Alors, on parle d'échange d'informations, de renseignements, notamment avec la Libye. Mais qu'est-ce qu'on peut espérer véritablement de la Libye compte tenu de l'instabilité qui prévaut toujours dans ce pays et qui échappe complètement aussi aux autorités? La plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. La Libye fera du mieux qu'elle peut pour pouvoir fournir les informations. Mais après aussi, ce que vous dites est vrai, mais ce n'est pas du tout facile. Hein. Ce n'est pas du tout facile parce que en Afrique, c'est douloureux de constater que 50 ans, plus de 50 ans après, nos pays n'arrivent pas à se prendre en charge. On n'a pas besoin de grands moyens pour être heureux en Afrique. Mais nos pays ne peuvent rien faire sans la France, sans les États-Unis. Et puis après, on dit non, ce sont les Blancs, toujours les Américains qui ont fait ci, qui ont fait ça. Mais nous-mêmes, on fait quoi? C'est ça. Il faut gérer nos ressources pour pouvoir mieux nous prendre en charge. La redistribution des richesses, c'est important. La plupart des rébellions, et c'est ce que Laurence disait tout à l'heure, je me permets de dire son prénom, c'est ce que Laurence disait tout à l'heure, il faut lutter contre le chômage. Parce que les terroristes recrutent aussi les chômeurs. Quand tu n'as pas d'espoir, tu as des enfants, tu as de la famille à nourrir, qu'on vient te proposer ne serait-ce que $500 ou $1000, au prix de ta vie, pour toi, tu n'accordes même plus d'importance à ta vie parce que tu as des responsabilités, tu dois les respecter. Donc, tous ces jeunes qui ont eu du travail, parce que la plupart du temps en Afrique, quand tu ne fais pas la politique, tu n'as rien. Tu ne fais pas la politique ou bien tu n'as pas un homme qui est placé quelque part, tu n'as rien. Donc, il faudra que nos pays et nos dirigeants réfléchissent sur l'emploi des jeunes, sur l'insertion surtout des jeunes, c'est important. Si on veut lutter contre le terrorisme, il y a beaucoup de... la lutte contre le terrorisme fait appel à beaucoup de paramètres, y compris l'emploi des jeunes. Il faut leur donner la fonction publique. Ne peut pas employer tous les jeunes, tous les diplômés. Il faut leur donner les moyens de s'installer. C'est important. Laurence Dong. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé, tout revient toujours à la question de la gouvernance. On revient à la question de la gouvernance. Et quand on parle de gouvernance, on parle de démocratie, on doit tenir compte des populations. Un pays comme le Niger, il y a à peu près 200 000 jeunes qui ont besoin d'emploi chaque année. Et il n'y a que 5 000 emplois qui sont créés. Aujourd'hui, au niveau du Tchad, on se plaint du fait que l'économie même est prise en otage par Déby et sa famille. Aujourd'hui, dans certains pays africains, on a une élite politique qui prend en otage les biens du pays, qui se partage la majorité des richesses au détriment de l'ensemble de la population. Donc il y a cette précarisation des populations qui est érigée en mode de gouvernance. Évidemment, avec la complicité aussi de certains bailleurs de fonds, parce que la situation que nous voyons aujourd'hui en Afrique, où on a dans certains pays des systèmes éducatifs qui sont sinistrés, des systèmes de santé avec des parcours de santé qui sont avec l'accès aux soins qui est un véritable parcours du combattant avec des étapes de corruption à chaque niveau. C'est aussi venu des plans d'ajustement structurel qu'on a imposés à l'Afrique depuis les années 80, où on a demandé de dégraisser dans la fonction publique, de réduire les fonds mis à disposition pour les services sociaux de base. D'ailleurs, en 1995, lors de la conférence de Copenhague, qu'est-ce qu'ils ont voté? Ils ont voté ce qu'ils avaient appelé l'initiative 2020. Le 2020, c'était quoi? C'était que chaque pays devait investir 20% de son budget de fonctionnement et de son budget d'investissement dans les services sociaux de base. Parce qu'ils s'étaient rendus compte que les services sociaux de base avaient considérablement reculé. Aujourd'hui, un pays comme le Niger a un système de santé, un système éducatif qui est vraiment sinistré. Mais c'est pareil
pour des pays comme le Gabon. C'est toujours une question de gouvernance. Donc, c'est pourquoi je dis qu'on ne peut pas parler que de sécurité sans parler de développement, sans parler de véritable démocratie, sans parler de véritable respect des libertés des populations. Parce que chaque peuple a son seuil de tolérance. Si les gens se rendent compte que la démocratie qu'on leur a prêchée n'amène pas le changement de leurs conditions de vie, qu'ils ne sont toujours pas capables d'élire leurs dirigeants, mais qu'on continue de les leur imposer, que les dirigeants continuent de modifier les constitutions pour s'imposer, évidemment, c'est un facteur d'insécurité croissant. Et si à côté, on a un voisin comme la Libye qui a des armes à foison, les gens vont trouver le moyen d'aller là-bas. Moi, je suis pacifiste et non violente, mais je fais une analyse qui est réelle, parce qu'aujourd'hui, au Tchad, il y a des rébellions qui s'entraînent au sud de la Libye, parce qu'ils vont du principe que c'est le dernier rempart pour pouvoir renverser M. Déby, parce qu'il n'y arrive pas par des élections qui ne sont pas transparentes. Donc, voilà tout ce qu'on dit. Personne n'a nié l'existence du terrorisme. Le terrorisme est là. Mais d'où vient-il? C'est une question holistique. Aujourd'hui, on ne peut pas régler un problème systémique, un problème holistique, en ne s'attendant qu'à une cause. Il y a diverses causes. Et ces causes, il faut les attaquer. Elles s'imbriquent les unes des autres. Il n'y a pas de développement sans sécurité, pas de sécurité sans développement. Donc, il faut pouvoir jouer le balancier et s'occuper de tout en même temps. Mais si on ne veut mettre l'accent que sur la sécurité, on en vient à restreindre davantage les populations, puisqu'aujourd'hui au Tchad, personne ne peut plus avoir un 4x4, les 4x4 sont interdits, alors que s'il y a une armée, elle peut simplement fouiller les 4x4 et s'assurer et faire du renseignement. Monsieur Bamare-Krong, est-ce mais que on choisit toujours d'interdire. Se nourrit aussi de la pauvreté, aussi de certaines gouvernances qui sont contestées? Mais effectivement, parce que le terrorisme se nourrit des terreaux des jeunes désœuvrés qui ont des difficultés. Au Tchad, on a presque 70% des jeunes de moins de 40 ans. Aujourd'hui, les jeunes tchadiens commencent à se prendre en main. Comment? À se prendre en main en créant leur propre entreprise. Ils sont constitués en équipe. Aujourd'hui, au Tchad, le deuxième point concernant l'alternance, aujourd'hui, il y a 200 partis politiques au Tchad. On les a réduits à un nombre bien donné. Il y a un comité qui a été mis en place de 30 représentants. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura bientôt au moins une trentaine de partis politiques au Tchad au lieu d'en avoir 200. Ça, c'est quelque chose qui se met en place. Troisièmement, les établissements scolaires. Aujourd'hui, il est certain qu'on n'a pas suffisamment formé des jeunes dans des métiers professionnels. On les a tous formés à devenir des avocats, à devenir des ingénieurs, à devenir des juristes et autres. Donc, aujourd'hui, on accentue nos actions vers la formation professionnelle. Donc, des écoles professionnelles s'ouvrent ces derniers temps. À la rentrée prochaine, des écoles professionnelles vont se mettre en place pour embaucher tous les jeunes, également dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine de l'élevage. Ce sont des actions concrètes qui seront mises sur la table aux jeunes. Et aujourd'hui, dans le gouvernement de 4e République, je dirais 2/3 des ministres sont au moins de 40 ans. Donc, ce qui fait que ça montre qu'il y a une action concrète qui se met en marche. Mais ils restent sensiblement les mêmes que lors des précédents gouvernements. Non. Même s'il y a eu un remaniement, mais il n'y a pas eu grand changement. Non, mais ce qu'on appelle changement, c'est-à-dire là c'est le premier gouvernement. Donc, on laisse le temps de telle sorte que les jeunes puissent bien s'initier aux activités et à la fonction pour qu'on puisse permettre dans les projets. On a les élections législatives en novembre. Il y aura sûrement des changements. Les jeunes sont organisés. Sur ce plateau, vous avez reçu un jeune tchadien qui s'appelle Makra. Il y en a d'autres dans d'autres villes qui sont des jeunes en marche. Donc ça, on ne peut pas dire... Ah, mais est-ce que vouloir laisser la place aux jeunes, ça n'implique pas aussi de mettre en place des mécanismes pour permettre l'alternance politique, notamment à la tête de l'État? Le mécanisme se met en place. Aujourd'hui, le président Idriss Déby a un mandat jusqu'à 2021. Après ça... Et il pourra se représenter après, avec la nouvelle Pour le moment, il n'en a pas 10 mots. Il n'en a pas 10 mots. Et je pense qu'on ne pouvait pas non plus le taxer de pouvoir se représenter tant qu'il n'a pas parlé Après 28 ans de pouvoir, vous ne pensez pas qu'il est temps qu'il parte vraiment? Il faut qu'on soit sérieux entre Africains. Ça, c'est en tant qu'être humain et le peuple tchadien qui votera en toute liberté. Pourvu que les élections soient transparentes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit cette fois. Ils n'ont jamais eu de problème au Tchad en particulier si l'opposition s'organisait au lieu d'aller en ordre dispersé. Donc ça, je pense qu'il faut quand même en parler. Et les militaires qui ont disparu? Les militaires, justement, ils se sont tués là après, quand ces personnes se sont présentées après.
ces personnes sont revenues. Les parents les ont retrouvés, les parents les ont montrés. On n'a pas voulu faire les mettre à la vendetta publique pour pouvoir Népal toucher leur famille. Mais sinon, il n'y a jamais eu de militaires disparus. Un militaire, c'est une personne qui est en mission, et sa mission, une fois terminée, peut regagner sa famille. Ça, en aucun moment, on a retenu des militaires qui ne sont pas présentés à leur famille. Merci, Monsieur Bamare Krong. On va marquer une très courte pause. Restez avec nous pour la troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.